sélectionné 10 articles sur cette année. C'est toujours très subjectif. J'ai essayé de sélectionner soit des articles de la meilleure qualité méthodologique possible, soit des articles peut-être de moins bonne qualité, mais qui pourraient éventuellement modifier un petit peu nos pratiques. Alors voici mes conflits d'intérêts par rapport à cette présentation. Alors tout d'abord, une étude très très bien faite par nos collègues belges. On sait depuis longtemps que le laser Nd:YAG est un laser efficace pour les varicosités des membres inférieurs. On sait également que la sclérothérapie, c'est également une indication de choix, hein, c'est resté le gold standard. Mais il n'y avait eu jusqu'à présent aucune étude comparative de bonne qualité. C'est maintenant fait, c'est une étude interventionnelle, prospective, randomisée, comparative, intra-individuelle, qui a comparé donc sur une jambe la sclérothérapie avec le polidocanol et le laser Nd:YAG sur la jambe contralatérale. 56 femmes avec des télangiectasies ou des veines réticulaires des membres inférieurs ont été inclus, avec bien entendu une atteinte qui était bilatérale et globalement symétrique. Ce chiffre a été choisi en fonction d'un calcul préalable de l'échantillon, avec des phototypes où vous pouvez voir assez clair. Ça, c'est un point à retenir par rapport aux potentiels effets secondaires. Après la randomisation, une jambe était traitée donc par le polidocanol à 0,5 et de l'autre côté, le laser Nd:YAG avec des paramètres tout à fait classiques. 2 séances espacées de 6 semaines ont été réalisées et l'évaluation a été faite par le médecin qui a fait le traitement à 6 semaines et à 6 mois et surtout par 2 médecins en insu du traitement reçu sur photographie standardisée. L'échelle choisie, c'était une échelle ouverte avec allant de 1 à 6, 1 pas de changement et 6 disparition complète des télangiectasies. Voici les résultats. Vous voyez ici l'évaluation par le médecin qui a fait le traitement. Vous voyez que ce médecin considère que le traitement par sclérothérapie était légèrement supérieur au traitement par laser, mais ce qui est le plus important, c'est de regarder cette évaluation-là, cette évaluation en insu du traitement reçu, et vous voyez que c'est totalement superposable, en sachant qu'après une première séance, la sclérothérapie paraît supérieure, et après ça se rejoint avec une amélioration qui est quand même presque complète. En termes de satisfaction des patients, là aussi, c'était similaire. Par contre, en termes de douleur, comme vous pouvez le voir ici, le laser est plus douloureux et c'est statistiquement significatif. Quelles étaient les autres différences entre les deux techniques? Un peu plus de pigmentation post-inflammatoire avec la sclérothérapie par rapport au laser, mais je vous rappelle que c'était des phototypes relativement clair. Le matting, c'était dans 20% dans chaque groupe, une nécrose dans chaque groupe. Donc l'efficacité est comparable, de très faibles différences avec une technique laser un peu plus douloureuse que la sclérothérapie et il semblerait un peu plus de pigmentation post-inflammatoire avec la sclérothérapie. Donc en fait, ces deux techniques sont tout à fait superposables et il faut choisir en fonction de ce que l'on a, de la technique que l'on a, des allergies, la peur des aiguilles, le coût et la présence de vénules qui bien entendu là font favoriser plutôt une sclérothérapie. Alors une étude qui m'a fait froid dans le dos, je vous passe les détails, mais c'est une étude assez bien faite. Ils ont regardé en fait ce que devenait l'affluence effective des lasers, pas celle qui est affichée sur notre machine, mais l'affluence effective au fur et à mesure que l'on traite. Vous savez que quand on traite, parfois peut-être que vous avez remarqué qu'il semble que l'efficacité n'est pas tout à fait la même. Et donc ils ont regardé 7 lasers différents, de marques différentes, et d'une façon générale, tous les lasers ont montré des variations supérieures à 20%. 20%, c'est ce qui est théoriquement garanti par les industriels. Donc, tous les lasers ont montré des variations supérieures à 20%. Et d'une façon générale, à part pour le laser alexandrite Q-switch, les énergies étaient plutôt au-dessous qu'au-dessus, ce qui est plutôt un risque de sous-traitement, mais pas un risque de trop d'effets secondaires. Alors, je ne détaille pas, mais regardez un petit peu ce qui s'est passé. Ça, c'est avec le laser alexandrite. Ça, c'est en fonction du temps. Donc en fait, ils ont fait plusieurs traitements. Cette partie-là, c'est cette partie-là en grossit. Et vous voyez que ça, c'est le tir initial. Et petit à petit, votre fluence va diminuer. On passe quand même de 20 ici à 17,5 et ça se fait de façon similaire. Ici, avec le laser à colorant pulsé, vous voyez qu'au fur et à mesure des traitements, dans la journée, eh bien, vous avez une fluence effective qui est bien au-dessous de ce que vous avez. Vous partez ici à 7 joules et vous finissez à 4,5. Même chose avec, là c'est le long pulse, le Nd:YAG long pulse, ici le Q-switch, qui est un de ceux qui reste le Q-switch Nd:YAG qui reste le plus stable.
Et le rubis, avec une augmentation, au départ quelque chose qui diminue, et puis petit à petit dans la journée, une augmentation. Je ne vais pas détailler tous les lasers, mais ça montre quand même qu'il y a une variation quasi constante après les 10 premiers tirs. À chaque fois, vous avez une variation. Le plus souvent, cette variation induit un sous-traitement. Et donc, ça fait qu'il faut absolument adapter nos tirs laser, ce que l'on fait en général, en fonction de la réponse clinique et pas se baser uniquement avec ce qui est marqué. Et ça pose un problème également, c'est celui de la comparabilité entre centres, entre lasers d'une même catégorie. Et ça, c'est quand même un point quand même important. Les verrues, ça fait longtemps que les lasers sont proposés, mais si vous avez suivi un petit peu ça dans la littérature, vous en avez qui disent que c'est quelque chose de très efficace, que le laser sont efficaces dans le traitement des verrues, d'autres qui disent qu'au contraire, ce n'est pas efficace. Et c'est une étude qui est rétrospective, mais qui, à ma connaissance, est la plus importante étude rétrospective sur ce domaine. Et donc, ils ont regardé 227 patients de 2007 à 2013. C'était que des verrues vulgaires, pas de verrues en mosaïque. On regardait un petit peu la population, il y avait des enfants, pas mal d'adultes, des verrues quand même classiques, des verrues plantaires dans 130 cas. Il y avait également des verrues périinguales qui, vous le savez, sont toujours très difficiles à traiter. D'une façon générale, il y avait en moyenne 3,5 verrues. Ça allait de 1 à 30. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est les traitements qui ont été faits. Vous avez en moyenne 6 séances, en sachant qu'ils ont fait de 1 à 44 séances. L'autre point important, ils ont séparé 2 groupes. Le groupe où ils traitaient avec une séance toutes les semaines jusqu'à 4 semaines, et un où les séances étaient plus espacées, supérieures à 4 semaines. Et ce qui est très très important et qu'il faut noter, c'est que les paramètres qu'ils ont utilisés sont des paramètres relativement forts, de 12,5 à 15 joules avec une durée de pulse de 1,5, et il y avait du stacking. Ils allaient jusqu'à 5 stacking, c'est-à-dire qu'ils tiraient 5 fois d'affilée sur la verrue. Donc des paramètres qui sont relativement forts, mais avec ces paramètres forts et sur une population très large, vous avez quand même une efficacité qui a été évaluée comme une disparition complète ou quasi complète de la verrue dans 86% des cas, ce qui est quand même relativement intéressant. L'autre point très pratique, c'est que si vous traitez par laser une verrue, il faut la traiter avec un rythme très régulier et inférieur à 4 semaines, puisqu'il y avait une différence là aussi statistiquement significative en termes d'efficacité, et si le traitement était trop espacé, l'efficacité était moins bonne. Qu'en est-il des effets secondaires? Ils étaient relativement limités compte tenu des fortes fluences qui étaient utilisées. C'était dans moins de 10% des cas, avec seulement 3% de cicatrices. Par contre, la douleur était assez importante et qualifiée vraiment d'excessive dans 6,3% des cas, et il y a eu 8% de récidive. Donc cette étude confirme que le laser à colorant pulsé est efficace dans le traitement des verrues, mais si on l'utilise, il faut utiliser de fortes fluences, donc de 12 à 15 jusqu'à 5 stacking et un rythme régulier, en tout cas inférieur à 4 semaines. Et c'est la même chose pour les lasers alexandrites ou les lasers NDIAC. Si vous traitez les verrues, il faut être absolument avec des fluences fortes et pas chercher à avoir un effet spécifique, mais plutôt un effet thermique très fort. Ici, quelques cas cliniques rapportés par nos collègues égyptiens. Alors, c'est que quelques cas, c'est une étude ouverte, mais c'est très intéressant parce que c'est une pathologie qui est difficile à traiter. C'est l'amylose cutanée primitive. Vous savez qu'on peut avoir des amyloses maculeuses, des lichens amyloïdes et des amyloses nodulaires. Là, ils se sont intéressés à des traitements d'amylose maculeuse et de lichen amyloïde. 25 patients, 16 amyloïdes maculeuses et 9 lichens amyloïdes. Et ils ont utilisé en fait du laser CO2 fractionné, 4 séances à 4 semaines d'intervalle, avec également une étude histologique et un suivi à 3 mois. Voici les résultats. Et comme vous pouvez le constater, alors ils avaient fait 2 types de modalités de traitement. Une modalité avec des paramètres très superficiels et une couverture de 13%, et un petit peu plus fort sans que ce soit très fort, et une couverture de 6,2%. Et ce qui montre très clairement, c'est que les deux sont efficaces, mais que c'est les paramètres les plus superficiels et surtout la densité la plus importante qui était la plus efficace. Voici quelques exemples. Vous voyez ici sur une amylose maculeuse, avant et après traitement, et sur un lichen amyloïde, avant et après traitement. Donc, attention, ça reste quand même une étude ouverte, mais c'est quand même très intéressant dans une pathologie où on est quand même assez désemparé. Et je pense que c'est une étude potentiellement, enfin une indication potentiellement intéressante à noter, alors que c'était
que des personnes de phototype élevé, qui a eu seulement 2 cas de pigmentation post-inflammatoire, sans récidive à 3 mois, et avec plutôt une élimination transépidermique au niveau du matériel amyloïde après la biopsie. Vous savez que malheureusement certains angioplans, à peu près un tiers, ne répondent pas au traitement par laser à colorant pulsé, et une des explications, c'est la néo-angiogénèse qui survient après le traitement laser. Il y a beaucoup de travaux actuellement là-dessus, et avec le groupe laser et avec la Société française de dermatopédiatrie, on a réalisé cette étude où on a essayé de potentialiser l'efficacité du laser à colorant pulsé avec un bêta-bloquant topique, le timolol. Donc, on a fait une étude pilote, prospective, randomisée, multicentrique, avec une évaluation en INSU. Il y a eu 22 enfants qui ont été inclus, avec un angioplan du visage, c'était tous du visage pour garder une certaine localisation, et qui n'avaient jamais été traités. Les paramètres étaient fixes, bien entendu, avec pour la moitié du laser à colorant pulsé seul, et de l'autre côté, les mêmes paramètres d'autres enfants, de laser à colorant pulsé seul, et du timolol 2 fois par jour, débuté la veille du traitement et poursuivi les 15 jours post-traitement, puisqu'on sait que c'est dans cette période que survient la néo-angiogénèse. Il y a eu 3 séances à 1 mois d'intervalle, et l'évaluation a été faite en INSU par 2 évaluateurs sur une échelle d'IGA, donc -1 aggravation jusqu'à 4 disparitions complètes, et on a demandé également la satisfaction des patients. Il y a eu 2 perdus de vue. L'évaluation, bien sûr, a été faite en intention de traiter, c'est-à-dire que même ceux qui ont été perdus de vue étaient considérés dans ce cas-là comme un échec. Et vous voyez que malheureusement, il n'y avait aucune différence significative entre le groupe laser à colorant pulsé et le groupe laser à colorant pulsé plus bêta-bloquant topique. En termes de satisfaction, c'était également la même chose. La tolérance était excellente, mais malheureusement, cette étude conclut très clairement que les bêta-bloquants locaux n'ont pas d'intérêt dans le traitement néoadjuvant avec le laser à colorant pulsé. Alors, il y a 2 ans, lorsque j'avais fait ce top 10, je vous avais parlé des lasers picosecondes, dont on vous a tout à l'heure encore, Yvon vous en a un petit peu parlé. Ils ont développé une pièce à main un petit peu particulière, diffractive, pour essayer de traiter les cicatrices d'acné. Alors, il s'agit d'une étude pilote, prospective, ouverte, monocentrique, avec donc un laser picoseconde de 755, une crème anesthésiante uniquement si besoin, et vous avez les paramètres qui sont indiqués, et il faut absolument cette lentille diffractive. L'évaluation a été faite de façon assez intéressante, avec des photographies standardisées, une imagerie 3D, et une évaluation par 3 évaluateurs. L'histologie a été également réalisée, et il y avait également un suivi de la douleur et un suivi à 3 mois. Donc une étude quand même relativement bien faite, même si ouverte. 3 perdus de vue, des phototypes 1 à 5, et d'une façon générale, les patients étaient satisfaits à très satisfaits, mais ça, on le sait malheureusement, ou heureusement, lorsqu'on traite les patients, surtout gratuitement, ils sont souvent satisfaits. L'évaluation en INSU, ça c'est quelque chose de très important, avec un grade de 1 sur 3 à 3 mois, c'est-à-dire une amélioration cotée en INSU de 25 à 50%. Donc clairement une amélioration, mais une amélioration qui est quand même relativement modeste. En évaluation 3D, une diminution du volume de cicatrices d'environ un tiers, de 27% à 3 mois. Et ce qu'on peut regretter également, c'est qu'il n'y a pas eu d'évaluation en intention de traiter, ce qui fait que les 3 perdus de vue, où on peut imaginer qu'ils n'avaient peut-être pas de très bons résultats, n'ont pas été pris en compte. Cette amélioration a été corroborée également sur le plan histologique, et vous avez ici un des exemples qui ont été rapportés, avec une douleur qui était très modérée et des effets secondaires très très limités, un érythème et une douleur très transitoire. Donc cette étude montre que ce laser picoseconde à 755 avec une lentille diffractive est potentiellement intéressante pour traiter les cicatrices d'acné, mais comme vous avez pu constater, l'efficacité est quand même très modérée. Et pour l'instant, ça reste une étude pilote. Il faut absolument comparer cette technique avec des techniques classiques, habituelles, des peelings, des dermabrasions, des lasers ablatifs fractionnés, pour qu'on puisse savoir quelle est l'efficacité relative de cette nouvelle technique. Un point quand même, malgré le fait que ces lasers sont maintenant commercialisés depuis plusieurs années, en tout cas certains, on peut toujours regretter qu'il n'y a toujours pas à ce jour d'études comparatives intra-individuelles versus laser Q-switch, et je pense que c'est quand même extrêmement regrettable, surtout pour un laser de ce prix. Il faudrait quand même qu'on sache quelle est l'efficacité relative par rapport au traitement de référence.
La photothérapie dynamique, vous savez qu'on utilise souvent l'ALA, mais il y a d'autres photosensibilisants et on peut utiliser la chlorophylle, qui est tout à fait sûre et qui a été rapportée en photothérapie dynamique. Alors, il y avait eu quelques cas, 4 cas exactement, d'acné inflammatoire améliorés par la photothérapie dynamique en utilisant la chlorophylle comme photosensibilisant. Il s'agit ici d'une étude prospective, comparative, intra-individuelle, avec une évaluation en insu. 24 patients avec une acné inflammatoire ont été inclus, mais il n'y avait pas de calcul préalable du nombre de sujets nécessaires. Ils ont utilisé une LED avec 2 longueurs d'onde, donc une longueur d'onde bleue à 430 et une longueur d'onde rouge à 630. Vous avez ici l'irradiance qu'ils avaient utilisé, donc 600 et 650 respectivement, un traitement pendant 30 minutes, ce qui vous donne ces fluences. Après randomisation, un côté a été traité avec la chlorophylle appliquée puis la LED, tandis que de l'autre côté du visage, c'était uniquement la LED sans application du photosensibilisant préalable. Il y a eu 2 séances par semaine pendant 4 semaines, ce qui fait au total 8 séances. L'évaluation a été faite sur photographie standardisée, évaluation en insu par 2 évaluateurs, et il y a eu un comptage des lésions inflammatoires et des lésions rétentionnelles, et un suivi à 2 semaines après les 4 semaines de traitement. C'est le point noir de cette étude, c'est que le suivi est extrêmement court. Voici les résultats. Vous voyez que vous avez en vert avec la chlorophylle, en bleu avec la LED seule, et quels que soient les paramètres utilisés, comédon ou fermé, ouvert, les papules, les pustules et les kystes, il y a une différence qui est significative et en faveur de l'association LED et chlorophylle. Voici un exemple avec ici l'amélioration avec la PDT chlorophylle et de l'autre côté uniquement la LED. Il y avait également une amélioration histologique, mais les auteurs qualifient l'atrophie des glandes sébacées de modérée, donc il n'y a pas vraiment de disparition des glandes sébacées ou d'atrophie. Et par contre, c'était très très bien toléré. Il n'y a pas eu de douleur, de cicatrices. Les effets secondaires étaient extrêmement limités. Il y a eu un cas de pigmentation post-inflammatoire et au départ, quelques aggravations transitoires de l'acné. Donc c'est la démonstration de l'efficacité de la PDT en utilisant de la chlorophylle dans le traitement de l'acné, surtout de type inflammatoire. Ça montre que si on utilise ce photosensibilisant, c'est supérieur à la LED seule. Cependant, vous avez pu le voir, l'efficacité existe, mais elle est relativement modérée. La tolérance est excellente. Il y a un risque de pigmentation post-inflammatoire, mais c'était uniquement chez des personnes de phototype élevé, ce qui montre quand même que c'était un groupe à risque. Par contre, on n'a pas du tout d'efficacité, enfin, il n'y a pas du tout de données sur l'efficacité au long terme, et c'est quand même très important parce que si on propose ce type de traitement, c'est surtout pour essayer d'avoir une efficacité prolongée. Et puis, il faut aussi comparer avec la photothérapie dynamique classique, qui je vous rappelle, pour l'instant, reste le traitement physique, je m'entends, on ne parle pas d'isotrétine ou autre, le traitement physique de l'acné qui est la plus efficace, même si ça fait très mal. Alors tout à l'heure, on vous parlait de la possibilité d'essayer de potentialiser l'efficacité de la PDT ou d'autres produits, de les faire pénétrer en utilisant différentes techniques. Et c'est vrai que ça a été montré que si vous faites de la PDT en faisant du laser CO2 fractionné ou de l'herbium fractionné ou en utilisant des micro-aiguilles, par exemple Dermaroller, vous avez une plus grande efficacité. Ça a été très très bien montré. Par contre, on ne savait pas quelle était la technique la plus efficace entre un laser fractionné et ces micro-aiguilles. Alors pour cela, nous avons réalisé une étude randomisée, prospective chez 10 volontaires sains. On a pris 9 zones et donc sur une zone, il n'y avait aucun pré-traitement. Sur une autre zone, vous aviez le laser CO2 fractionné et sur la dernière zone, des micro-aiguilles. Et vous aviez également, on a évalué avec ou sans occlusion. En plus, on a regardé donc la fluorescence, mais on a également regardé en microscopie confocale, en OCT et la perte en eau. Quels sont les résultats? Vous voyez ici, ça c'est sans pré-traitement, ça c'est avec pré-traitement, que ce soit le Dermaroller ou le CO2 fractionné. Ça c'est plutôt en superficiel, c'est une sonde à 405. Ça évalue plutôt la fluorescence un peu plus en profondeur avec une sonde à 632. Mais dans les deux cas, le pré-traitement, que ce soit en Dermaroller ou en laser CO2, augmente de façon significative la fluorescence et donc l'efficacité de la fluorescence de la PDT. Avec la sonde superficielle, la fluorescence à 30 minutes avec le pré-traitement est égale à la fluorescence obtenue, vous voyez ici, à 3 heures
sans pré-traitement. Et c'est la même chose en profondeur, mais au lieu de 30 minutes, c'est 1 heure. Autre point très important, c'est qu'il n'y avait aucune différence, comme vous pouvez le voir ici, avec ou sans occlusion. Et l'autre point, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre le dermaroller et le CO2 fractionné pour faire pénétrer ces produits. Donc ici, vous avez sans occlusion, avec le dermaroller et avec le laser. Vous voyez que la différence est très claire visuellement et entre les deux, c'était équivalent. La perte en eau, de façon, on va dire, attendue, la perte en eau était plus importante avec le dermaroller par rapport à sans pré-traitement, mais avec le laser, cette perte en eau est supérieure de façon très significative par rapport au dermaroller. C'était un dermaroller à 200 microns et c'est exactement la même profondeur que nous avons utilisée avec le laser et la même densité, bien entendu. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on regarde en confocal, vous voyez qu'on regarde en confocal après le laser CO2, on voit très très bien les trous, on arrive très bien à les suivre. On peut le regarder. Par contre, avec le confocal, on les cherche, les trous. En fait, ça se referme tout de suite après, ce qui n'a pas empêché l'efficacité, mais on ne retrouve plus la présence de ces trous. C'est très, très difficile. Ici, en HDOCT, alors là, on voit très, très bien. Vous avez ici, avec une coupe sagittale, vous avez le trou après le CO2 fractionné, et ça, c'est en profondeur, en coupe horizontale. On n'a pas pu retrouver les trous en OCT, les trous faits avec le dermaroller en OCT. Alors en termes de tolérance et de douleur, c'était similaire pour la tolérance et la douleur. Bien sûr, pas de douleur s'il n'y avait pas de pré-traitement, mais d'une façon générale, le dermaroller était bien mieux supporté et induisait moins de douleur que le traitement par laser. Donc en conclusion, en termes d'efficacité, le dermaroller et le laser CO2 fractionné augmentent tous deux significativement et de façon similaire la fluorescence cutanée après application de mâle. L'occlusion n'augmente pas la fluorescence. Par contre, en termes de tolérance, le dermaroller semble mieux toléré et moins douloureux que le laser. Le laser induit significativement plus de pertes en eau, mais les trous, entre guillemets, restent mieux visualisés et ouverts avec le laser. Quelques limites cependant à cette étude, c'était en peau saine, donc on peut difficilement extrapoler quand même à une peau lésionnelle. Et le deuxième point, c'est qu'on s'est intéressé à un processus épidermique, donc c'était des pénétrations qui étaient de 200 microns. Ces résultats seraient peut-être différents lorsqu'on cible en dermique, puisqu'en dermique, il risque d'y avoir un saignement, et dans ce cas-là, l'effet de coagulation du laser serait peut-être plus intéressant. 2 études pour terminer. Cette étude que j'ai trouvée très intéressante, publiée dans le Journal of Investigative Dermatology. Vous savez que lorsqu'on fait de la cryolipolyse, un des effets secondaires, c'est parfois une hypoesthésie qui peut être prolongée. Et les auteurs se sont demandé si cet effet secondaire ne pouvait pas être utilisé pour traiter des algies et des prurites cutanées. Et donc, ils ont fait une étude pilote, prospective, chez des sujets sains volontaires, où ils ont induit chez ces sujets une douleur thermique, une douleur mécanique et par une iontophoreuse d'histamine, un prurite. Ils ont utilisé un score validé pour la douleur et ils ont également réalisé des biopsies chez la moitié de ces patients. Qu'est-ce que cela a montré? C'est que du côté où il y a eu la cryolipolyse, il y avait une diminution marquée et significative de la douleur, qu'elle soit induite par les problèmes mécaniques ou thermiques. Cette hypoesthésie et cette diminution de la douleur apparaît entre 2 à 7 jours après la cryolipolyse et dure au moins 21 jours, et le plus souvent c'était au moins 1 mois. Et ensuite, il y a une récupération ad integrum de ces sensations après 56 jours. Et ce qui est assez intéressant, c'est que autant il y a eu une diminution très nette de la douleur thermique et de la douleur mécanique, autant ça n'a pas eu d'efficacité du tout sur le prurite, ce qui montre qu'en fait, ça ne touche que les fibres nerveuses qui sont impliquées dans ces phénomènes douloureux, mais pas dans les phénomènes de prurite. Au niveau histologique, il y avait effectivement une diminution des fibres nerveuses, qu'elles soient épidermiques et des fibres myélinisées dermiques. Donc, cette étude souligne l'intérêt potentiel de cette technique pour étudier spécifiquement les fibres nerveuses liées au prurite, parce que si vous faites de la cryolipolyse, la seule sensibilité qui reste, c'est la sensibilité au prurite. Et le deuxième point, c'est que c'est peut-être intéressant pour traiter des algies cutanées localisées, post-zostériennes, des notalgias paresthetica. Donc je pense qu'on va avoir des études qui vont venir là-dessus, mais c'est assez intéressant et assez séduisant d'utiliser un effet secondaire pour éventuellement proposer des traitements. Et je terminerai avec quelque chose d'un peu plus trivial, mais qui est assez intéressant. Vous savez tous que maintenant, si vous allez sur Amazon ou autre, vous pouvez vous acheter votre petite diode pour vous épiler.
Et on pouvait faire votre épilation à domicile. C'est de plus en plus répandu, de plus en plus vendu. Et dans les études précédentes, il y avait, de façon variable, mais une diminution de 6 à 72% à 3 mois, et même des belles diminutions de 33 à 72% à 12 mois. Cependant, c'était 3 études contrôlées, mais avec des évaluations subjectives, et 6 études non contrôlées. Dans tous les cas, on comptait à la main, et on comptait un peu ce qu'on voulait. Et donc, c'est une étude pour la première fois de bonne qualité méthodologique, avec une étude prospective randomisée des femmes de phototype 1 à 6, il y en avait 36. Ils se sont intéressés uniquement au poil axillaire, ils ont utilisé une lampe diode, un laser diode de 810. Et vous voyez que comme d'habitude avec ces home devices, la fluence est extrêmement basse. Les personnes se faisaient sur un côté de l'aisselle un traitement une fois par semaine pendant 8 semaines versus le côté contralatéral qui n'était pas traité. Et il y avait un comptage automatisé des poils, de leur couleur et de leur épaisseur. Ne me demandez pas les détails de cette façon, mais c'était fait automatisé par un ordinateur. Et il y avait un suivi surtout à 3 mois. Et regardez les résultats. Alors oui, c'est efficace. Après 8 semaines de traitement, on a à peu près 60% de la diminution des poils, ce qui est quand même assez intéressant. Alors ça diminue également en épaisseur et en couleur, ça ne bouge pas. Par contre, regardez si on suit à 3 mois, à 3 mois, vous avez une repousse paradoxale et c'est pire à 3 mois qu'au début du traitement. Regardez cette dame, ça c'est le côté traité. Alors ça c'est avant traitement, vous voyez qu'il y a une diminution qui n'est pas extraordinaire, mais quand même une diminution après traitement. Et ça c'est à 3 mois, c'est pire qu'au départ, alors que de ce côté-là, ça n'a pas bougé, ce qui est assez logique. Et donc cette étude pour terminer, pour vous montrer à quel point c'est important d'avoir des études contrôlées avec des mesures objectives et qu'il faut absolument, nous en tant que dermato, qu'on insiste auprès de toutes les firmes on n'accepterait pas qu'on ait un nouveau traitement dans le psoriasis, un traitement antibiotique ou autre, sans avoir une étude randomisée. Et c'est pas normal d'accepter d'avoir des lasers, des injections ou autre, sans études randomisées. Et ces études-là vous le montrent. Je vous remercie de votre attention.